Bonjour à tous. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à découvrir, nous allons parler, avec la French Expat de la semaine, de son parcours, un parcours qui va notamment nous amener en Israël. Difficile aujourd'hui de parler d'Israël sans parler de la situation actuelle et sans mentionner l'impact absolument terrible que cette situation a sur les populations civiles. La plupart des victimes de ce conflit, israéliennes ou palestiniennes, sont des civils et beaucoup d'entre elles ont des besoins humanitaires et sanitaires très urgents. Si vous souhaitez leur venir en aide, Global Citizen a listé 5 organisations, des organisations actives sur le terrain et des organisations très fiables. Je vous les présente ici. La première, c'est Médecins sans frontières, Doctors Without Borders. La seconde, c'est UNICEF. La troisième, c'est International Committee of the Red Cross, ICRC, le Comité international de la Croix-Rouge. Save the Children, Sauvons les enfants. International Rescue Committee, le Comité international des réfugiés. Et enfin, je rajouterai le World Food Programme, WFP, qui est un programme des Nations Unies. Je vous liste ces 6 organisations dans la description de cet épisode. Merci pour eux. Et mes pensées vont vers toutes celles et ceux qui sont touchés par ce conflit. Et je vous laisse maintenant découvrir l'histoire de Jessica. Écoute, le mois de juin est arrivé et j'ai décidé de rentrer à Paris, de reprendre rendez-vous avec Catherine L, donc qui était ma directrice de l'info, et de lui dire que j'avais décidé de rester. Je voulais prévenir TF1 à l'avance, quoi, pour pas... Proprement. On avait décidé que je revenais en septembre, donc en juin, je suis allée la voir. Et elle a été très heureuse pour moi, en fait. Je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai décidé de rester en Israël et de pas rentrer, et de laisser une chance, en fait, à cette histoire, bien sûr, à cet amour, mais aussi à cette Jessica, qui était en train de naître, en fait, qui laissait d'un coup de la place à une vie perso, privée, à potentielle famille. Voilà, j'avais envie de laisser de la place à cette personne-là d'exister. Et donc je suis rentrée en Israël après ce petit séjour à Paris pour annoncer que je restais. Tu fais quelque chose à côté, mais tu fais pas que ça quand même. Et là, je sens en moi cette boule qui commence à monter, quoi. Et je me rends compte, en fait, que on n'a aucune idée de ce que c'est, quoi, qu'être maman. Ce travail à plein temps qui est, pour le coup, H24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause. Et puis surtout, quand ils sont encore petits, il n'y a pas de pause même la nuit. Je suis fatiguée, hein, on va pas se mentir. C'est un épuisement total. Mais je suis très heureuse et ça m'épanouit. Et c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. J'ai pas le sentiment de passer à côté d'autre chose. Mais il m'a fallu quand même un peu de temps pour accepter, pour aller au-delà du jugement que la société pouvait porter sur ma décision. Et du coup, du jugement, de l'auto-jugement, en fait, que moi, je m'infligeais à ce moment-là. Parce que mais je peux pas n'avoir envie de faire que ça, mais c'est quand même nul, quoi, intellectuellement. C'est vrai, c'est pas... Et puis les gens me disaient, mais tu vas péter un plomb, il te faut un équilibre, il faut... Évidemment, mais il y a autant d'équilibre qu'il y a de maman, en fait. Et moi, mon équilibre à ce moment-là, c'était d'être avec mon enfant. Tu fais des enfants, tu mets des enfants au monde pour pouvoir quand même passer du temps avec eux, pour pouvoir t'en occuper. Après, il y a des mamans, et je juge absolument pas, qui trouvent leur équilibre de manière différente. Mais quand une maman décide que son équilibre passe par là, c'est quand même fou de devoir le justifier à ce point-là. Oui, aujourd'hui, la phase d'introspection, elle est aujourd'hui. Rétrospectivement, parfois, j'ai bien sûr que j'ai des moments, il faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'il faut pas se mentir et il faut pas se dire super, la vie d'avant était toute pourrie, maintenant j'ai une vie géniale, c'est super facile, je suis devenue maman, je suis super épanouie. Non, c'est pas vrai. La vie d'avant, elle était pas pourrie, j'ai laissé des choses derrière, j'ai laissé une vie que je pensais construire vers une certaine direction, j'ai laissé une famille, j'ai laissé des amis, j'ai perdu des gens en cours de route parce qu'on peut pas être partout tout le temps, parce qu'on rate des choses et ça a un prix. Et il y a des moments où ça revient et je pense qu'il faut être... J'aime beaucoup le mot anglais, on n'a pas trop ça en français, embrace. Embrasser, c'est pas vraiment ça, c'est accepter peut-être que le long du chemin, il y aura des moments douloureux, qu'il y aura des regrets, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où tu vas regarder en arrière et où ça va te pincer le cœur, ça va certainement te faire pleurer, ça va certainement te faire mal au ventre. Mais moi, dans mon métier, en télé, quand on montait, il fallait choisir, puisque quand tu avais 30 minutes de rush pour monter 1 minute 30, il fallait choisir. Et on me disait, monter, c'est renoncer, choisir, c'est renoncer. Et voilà, et tu renonces à certaines choses, tu découvres d'autres choses. Il y a pas... Je pense que tant que tu es dans la comparaison, c'est ce que j'ai appris, tu es malheureux. C'est-à-dire que si tu te dis, ma vie d'aujourd'hui, en permanence, si tu te dis en permanence, ma vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est mieux que celle d'avant ? Ouais. T'es foutu, en fait.
Chaque véritable rencontre est susceptible de changer notre vie. Cette citation d'Albert Camus résume à elle seule le parcours et les décisions de la courageuse French expat de la semaine, Jessica Lederman. Alors qu'elle est grand reporter pour les journaux télévisés de TF1, un travail passion auquel elle se consacre pleinement, Jessica Lederman vit un burn-out, un épuisement total. À cette époque, elle n'a pas vraiment pris de vacances depuis des années et elle a environ 6 mois de congés à poser. Sur les conseils de ses proches, elle décide de prendre une année sabbatique. Direction Tel Aviv, en Israël, pour se retrouver et prendre soin d'elle, tout en gardant en tête qu'elle souhaite reprendre sa carrière et sa vie d'avant dès son retour. Une rencontre. C'est seulement une rencontre qui va tout changer. Une rencontre avec elle-même tout d'abord, elle se met à courir, à sortir, à vivre tout simplement, et elle y prend goût. Et quelques semaines après son arrivée, Jessica rencontre l'homme de sa vie, un homme qui lui donnera envie de rester. S'il n'est pas tout de suite clair pour elle que sa carrière va changer du tout au tout, Jessica rejoint quelque temps la rédaction de la chaîne locale i24 News, et c'est finalement lorsqu'elle devient maman qu'elle vit une véritable épiphanie. Jessica Lederman est en recherche de sens nouveau, et elle le trouvera dans sa maternité, auprès de son fils Adam. Dans ce nouvel épisode de French Expat, Jessica Lederman se livre sans tabou sur sa reconversion et sa quête de sens. Elle raconte comment elle a décidé de suivre son cœur pour vivre en Israël avec son mari et leur fils, puis de s'installer à New York au tout début de la pandémie du coronavirus. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Non, mais je crois que je me présenterai tout simplement. Je leur dirai que je m'appelle Jessica, que je vais avoir 40 ans, oh mon Dieu, cette année, que j'ai quitté la France en 2014 pour ce qui devait être une simple année sabbatique en Israël, et que nous sommes donc en avril 2023 et que je suis à New York, mariée et avec un petit garçon de 3 ans et demi, et maman à plein temps, alors que j'ai quitté la France en étant grand reporter pour les JT de TF1. Donc voilà, je pense que c'est ce que je dirais, et que la vie est donc pleine de surprises, et que comme on dit, enfin voilà, la vie c'est ce qui t'arrive pendant que t'es trop occupé à faire des plans. C'est joli ça. Écoute, moi un truc que j'aime bien faire en fait, c'est remonter le fil finalement chronologique pour raconter ton histoire, alors que du coup tu allais avoir 31 ans. Gros burn-out, à cette époque-là, t'es grand reporter pour les journaux télévisés de TF1. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment est-ce que tu te rends compte en fait que ça va pas ? Quel est le déclencheur finalement des décisions et des actions que tu vas mettre en place pour le reste de ta vie ? Tu le sais pas encore à ce moment-là, mais... Ouais, alors en fait ça vient petit à petit. Et puis un jour, donc effectivement, je suis grand reporter pour les JT de TF1. J'adore mon boulot, c'est mon rêve depuis que je suis petite. Je me souviens de moi, 1989-90. En train de regarder la guerre du Golfe sur les JT de TF1, et moi assise devant et disant à ma maman, qui est plus là malheureusement aujourd'hui, mais à ma maman lui disant voilà, c'est ce que je veux faire quoi. Moi aussi je serais comme Naïda Nakad, je serais comme Patricia Lémonière, je serais comme Florence Schall, et moi aussi je serais grand reporter et je couvrirais les guerres, etc. Donc je fais mon métier aux côtés de ces femmes-là d'ailleurs, et je suis très heureuse dans ce que je fais. Sauf que ça a un prix énorme pour ta vie privée, parce que pour le coup, quand tu couvres en tout cas les news, ce qui s'appelle le hard news, c'est-à-dire ce qui se passe sur le moment, tu dois être disponible tout le temps. Donc tu te réveilles le matin, tu sais jamais où tu vas finir la journée, et quand tu pars, tu sais jamais trop quand est-ce que tu vas revenir. Donc et si tu veux le faire bien et à un certain niveau, il faut être disponible. Donc j'étais dans un moment de ma vie où je partais même pas en week-end, même quand j'étais pas de perm, ou même quand j'étais pas au boulot, je veux dire rien du tout, je voulais même pas quitter Paris, parce que je me disais, si jamais mon téléphone sonne pour qu'on m'envoie quelque part, je veux être disponible, et c'est arrivé, et voilà, et c'est comme ça que j'ai pu couvrir des choses qui me faisaient rêver à l'étranger, mais ça a un prix, parce que quand tu reviens de mission, tu prends ton taxi de l'aéroport et tu rentres chez toi, t'es seul en fait, il y a personne qui t'attend, ni à l'aéroport, ni chez toi. Et les années commencent à passer, non pas que je sentais l'horloge biologique qui avançait, mais simplement
je me sentais très seule et finalement j'étais dans un mode de vie où je ne faisais qu'une seule chose, c'était attendre que mon téléphone sonne à nouveau pour repartir. Donc j'étais à Paris, donc pas du tout dans une vie, j'étais pas présente en fait dans ma vie parisienne. En plus il y avait un énorme décalage parce que rien de ce que je pouvais vivre et rien des personnes que je pouvais rencontrer à Paris ne m'intéressait autant ou ne me procurait autant d'adrénaline que le fait de partir couvrir des choses toujours plus loin, plus dangereuses entre guillemets, mais voilà, qui te donnent une certaine, qui sont passionnantes et qui te fournissent une certaine dose d'adrénaline. On va pas se mentir, que ce soit et par le voyage lui-même ou par le fait d'être en direct. Voilà, moi je vivais par ça et donc du coup en fait, si tu n'es pas envoyé en mission, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, ça prend des proportions énormes. Et un jour, c'est ce qui se passe parce que je suis off ou parce que je sais plus pourquoi, mais c'est pas moi qui suis envoyée à ce moment-là sur quelque chose. Et je m'écroule en fait. Et je sens au fond de mes tripes, vraiment, c'est la fin du monde quoi pour moi. Et là, je me regarde dans la glace et je me dis mais là il y a quelque chose qui va pas quoi. Enfin ton système de vie, en fait ton mode de vie est dysfonctionnel quoi. Enfin si tu peux être un peu frustré, c'est ok, c'est un peu comme avec les enfants quoi. Tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être en colère, mais voilà, mais ça peut pas prendre ces proportions là. Et je me suis dit il y a quelque chose à changer. Et à partir de là, ça a été une lente descente en fait. J'ai commencé à être moins enjouée. Je voyais en fait, je commençais à percevoir vraiment les choses qui fonctionnaient pas dans ma manière de voir et de faire les choses. Et un jour, je me souviens, je parlais avec mon père. On était au Bois de Boulogne à Paris, et il me dit mais arrête de radoter quoi, arrête de dire que ça va pas, agis, fais quelque chose. Pourquoi tu partirais pas un an? Parce que je lui parlais beaucoup. J'ai toujours aimé le Moyen-Orient en fait. Je connaissais très très bien le Liban, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie, etc. Mais je connaissais très très peu Israël. Et j'y avais été une fois et j'avais eu un coup de cœur énorme en fait pour ce pays, pour la société, pour les valeurs qu'elle véhiculait, pour plein de choses. Et mon père me dit mais arrête de radoter, pourquoi tu prendrais pas un moment pour toi? Tu l'as jamais pris. J'ai eu mon bac, j'avais 16 ans, j'ai enchaîné avec 8 ans d'études. Ma maman est décédée quand j'avais 19 ans. Donc je pense que aussi ça a joué parce que pour survivre entre guillemets, pour faciliter le deuil, je me suis aussi plongée tête baissée dans mes études, etc. J'ai enchaîné directement quand je suis sortie d'école avec TF1. J'ai tout donné. Enfin, j'étais un peu comme une espèce de cocotte minute qui allait exploser, et elle a explosé à ce moment-là. Et effectivement, je suis allée voir ma directrice de l'info à l'époque, qui est un peu tombée de sa chaise. Et j'avais 6 mois de congés payés à prendre que je vais économiser sur mon compte épargne-temps. Et je lui ai dit, voilà, écoute, j'aimerais rajouter 6 mois à ces 6 mois et faire 1 an et prendre une année pour moi. Et cette année, j'aimerais la passer en Israël parce que c'est un pays qui m'intrigue beaucoup, qui m'intéresse. Je vais apprendre l'hébreu, je vais voyager dans la région, je vais me faire des contacts et je reviendrai encore plus forte, avec plus de cordes à mon arc pour couvrir voilà, des événements internationaux dans la région, etc. Voilà, ça c'était mon plan. Et c'est comme ça qu'en avril 2014, j'étais dans le bureau de Catherine Nel, qui à l'époque était directrice de l'information, et que je lui expliquais ça, et qui m'a dit ah ouais, quand même, 1 an quoi. C'est pas un week-end, c'est pas une semaine, c'est pas 3 mois. Et voilà, elle est revenue vers moi, elle m'a dit qu'elle était ok. Et je me souviens de cette phrase, elle m'a dit mais tu me fais une promesse, tu rencontres ni le job de ta vie, ni l'homme de ta vie en Israël, on tient à toi, tu vas nous manquer, tu reviens dans 1 an. Je dis mais bien sûr, le journalisme c'est ma vie, TF1 c'est ma famille, je suis de retour dans 1 an. Et je ne suis jamais rentrée. Tu n'es jamais rentrée en France en fait depuis? Non, je suis jamais rentrée en France depuis. Donc du coup, tu te mets en mouvement pour partir passer cette année. Donc je termine, donc je vois Catherine Nel en avril. J'avais pas d'urgence, voilà, donc je lui dis moi je suis là tant que vous avez besoin de moi. Enfin, je veux dire, je peux pas partir demain, quoi. Donc je fais l'été et la date est fixée au 1er septembre 2014. Donc je termine mon année. D'ailleurs, je repars par Mons et par Vaux, je repars au Mali, je recouvre encore tout un tas de choses passionnantes, mais tout en sentant que je commence quand même à marcher sur une jambe, quoi. Je commence à être fatiguée. Et puis d'ailleurs, je termine l'été. Je me souviens un jour en larmes, il y a une avalanche cet été-là, je sais plus où, je crois vers Chamonix. Et ma chef de service ce jour-là me dit tu peux passer un coup de fil au préfet pour voir ce qui s'est passé. Et je cours aux toilettes et je pleure. Et je pleure. Ce coup de fil au préfet représentait quelque chose que je n'arrivais même plus à faire. En fait, j'avais tellement
tout donné, tout. J'étais l'ombre de moi-même, en fait. Je n'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre, j'arrivais plus à fonctionner. Et ce petit détail qui est ridicule, passer un coup de fil à un préfet, c'était devenu une montagne que j'arrivais pas à franchir. Et je me souviens, il a fallu que je parte. J'ai dû prendre le train, je suis allée couvrir cette avalanche. Et j'y étais plus, quoi. Le cœur y était plus, j'y arrivais plus. J'étais fatiguée, voilà. Et donc, quelques jours après, je suis partie, donc le 1er septembre, pour ce qui devait être un an. Une année sabbatique. Et je mens pas du tout. Le 19 septembre, j'ai rencontré Omer, celui qui est devenu et mon mari et le père de mon enfant. Donc je ne suis jamais rentrée. Non mais attends, c'est un spoiler ça. Question pratico-pratique. Comment ça se prépare un départ en Israël? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Non, mais il y a pas beaucoup, je sais pas, de trucs, de démarches administratives à compléter pour pouvoir partir? Israël, alors bon, moi je viens d'une famille juive, donc Israël a appliqué pour toutes ces formalités en fait de prise de nationalité ou aussi de visa, on va dire longue durée, les mêmes critères que Hitler, que les nazis avaient mis en place pour définir ce qu'était un juif. Et donc en fait, quand tu as un de tes 4 grands-parents juifs, tu peux demander la nationalité israélienne, ou bon, moi c'était pas mon cas à ce moment-là, ou demander un visa longue durée qui te permet de travailler, etc. Je pourrais pas te répondre à la question si tu n'as pas des ancêtres ou un de tes 2 parents ou un de tes 4 grands-parents juifs. Je sais pas comment ça se passe précisément les formalités. Mais si dans ta famille tu es dans ce cas de figure-là, tu peux partir. Déjà, je pense que tu peux partir librement. Et une fois que tu es sur place, parce que moi, je l'ai fait une fois arrivé sur place, tu vas à ce qu'on appelle là-bas le Misrad Apnim, qui est le ministère de l'Intérieur, en fait, et qui gère toutes ces demandes-là. Tu leur fournis une preuve, en fait, de ta judaïcité. Donc moi, dans mon cas, j'avais dû... Parce que ma mère n'était pas juive, mais mon père est juif. Donc j'avais dû aller au consistoire à Paris, faire un certificat de judaïcité pour mon père, en fournissant à l'époque une copie du livret de famille de sa famille à lui, c'est-à-dire là on remonte, mon père est né en 1940, à Tanger au Maroc. Donc là j'avais dû demander à l'époque à sa sœur, qui elle avait conservé certains papiers, elle avait une copie d'un livret de famille à eux, voilà, enfin bon bref, tout ça plus leur certificat de mariage, enfin, ça avait été un peu de paperasserie en amont pour moi au consistoire à Paris pour avoir le fameux certificat de judaïcité de mon père, pour prouver que j'étais moi-même éligible pour avoir un visa, pour travailler, et si je voulais après à terme faire ce qu'ils appellent en Israël son alia, c'est-à-dire quand t'es juif, revenir en Israël, remonter en Israël. Alia, c'est monter. Voilà, mais j'en étais pas du tout là. Je voulais simplement avoir un visa pour pouvoir rester 1 an. Le plan était pas du tout travaillé puisque j'étais encore sous contrat TF1 en fait pendant cette année-là. Et pendant les 6 premiers mois, j'étais même en congé payé. Donc, si tu veux, j'étais carrément même en vacances. Donc, moi, j'étais pas du tout partie dans l'esprit la première année de travailler. Et ça faisait partie du deal avec TF1 à ce moment-là. Alors, raconte-moi comment ça se passe ces premières semaines, ces premiers moments. Et puis, raconte-moi ce 19 septembre. Alors, ça se passe avec une grande légèreté, en fait. J'ai la chance d'avoir des amis qui habitent en Israël. Donc, j'ai une copine à moi qui est partie vivre en Israël quelque temps avant moi. Je dors chez elle. Elle s'appelle Déborah. Je dors chez elle et pendant que je dors chez elle, les premiers jours, je visite des appartements et je visite. Je trouve assez facilement. C'était pas très compliqué. Honnêtement, pas beaucoup de... À cette époque-là, on était encore à une époque où, en 2014, le marché immobilier n'était pas fou comme partout dans le monde. Enfin, je trouve assez facilement. J'ai de la chance parce que les propriétaires de l'appartement que je trouve dans un quartier que j'aime bien sont français. Donc ça se passe assez facilement. Ils sont pas embêtants. Enfin voilà, je trouve. Je signe un contrat de location pour 1 an, voilà, sans grande difficulté. En plus, l'appartement était déjà équipé et meublé, donc franchement, je vais une fois chez Ikea pour acheter 2-3 bricoles, des draps. Enfin, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et il en faut un petit peu parfois quand tu t'engouffres dans cette administration, dans toutes ces démarches-là. Donc ça a été assez facile. Et puis je m'inscris à des cours intensifs d'hébreu parce que je suis quand même assez scolaire et j'aime bien apprendre des choses. Et donc j'ai 5 heures d'hébreu par jour.
tous les waouh. jours. Donc du Ah oui, quand dimanche même. au jeudi. La semaine en Israël, c'est du dimanche au jeudi. Dans ce qu'ils appellent en Israël un ulpan. Ulpan, ça veut dire studio, mais ça veut aussi dire c'est cette école qui permet justement aux gens, aux nouveaux immigrés étrangers en Israël, d'apprendre de manière extrêmement intensive l'hébreu. Parce que c'est vrai que la société israélienne parle anglais très très bien, mais c'est quand même beaucoup beaucoup mieux de parler la langue. Et j'ai une prof géniale, donc je suis vraiment au premier cours, quoi, ce qu'elle appelle Aleph Bet, c'est Kita Aleph, c'est l'alphabet, enfin c'est au premier niveau. Mon fils parle hébreu bien mieux que moi aujourd'hui, et j'apprends l'alphabet et j'adore parce que je suis dans une classe avec des gens du monde entier. De tous les âges, avec des jeunes étudiants, avec des Argentins, avec des Ukrainiens, avec des Français, avec des Anglais, des Américains. Enfin, il y a de tout, de tous les âges. Tout le monde a des trajectoires de vie très différentes. Et c'est hyper intéressant. Et on a une super prof. Et voilà, et pendant 5 mois, on apprend l'hébreu. Et on ressort de ces 5 mois, honnêtement, on parle, quoi. On parle, on arrive à... Enfin, voilà, j'ai appris à lire, à écrire et à parler. Et bon, après, le fait d'avoir rencontré mon mari totalement israélien m'a forcément aussi donné un petit coup de pouce. Mais voilà ce que je fais. Et je fais quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Je fais du sport. En Israël, il fait beau. Je suis à Tel Aviv, je suis au bord de la plage. Et je me vide la tête, en fait, de toutes mes questions par rapport à la suite de ma vie, en fait, de mon métier. Est-ce qu'en tant que femme, finalement, est-ce que je suis vraiment cette femme carriériste qui ne veut pas ni de famille, ni de mariage, ni de mari, enfin que je m'imagine être en fait, ou est-ce que finalement il y a une place quelque part au fond de moi pour laisser une potentielle Jessica, épouse, maman, naître. Voilà, et je me vide la tête en faisant du sport. Je trouve une salle de sport qui est sur le bord de la plage et je rencontre une super coach, une fille géniale qui me donne l'amour du sport et de la course. Et je commence à courir. Et je cours, et j'ai même couru le semi-marathon de Jérusalem en mars de cette année-là. Donc, on était en septembre, il m'a fallu un peu d'entraînement, alors que c'était vraiment pas moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de pas du tout sportif. J'ai jamais fait de sport, j'aime pas ça. Mais là, voilà, je me déplace en vélo dans Tel Aviv, et pas en vélo électrique au début. Bon, après, je suis venue au vélo électrique. Mais la première année, j'étais encore fraîche et j'étais avec vrai vélo tous les matins. Donc, j'ai perdu énormément de poids. J'étais super en forme. Je mangeais bien. On est en Israël. Enfin, les légumes et les fruits sont gorgés de soleil, plein de vitamines. Enfin, tout est bon, tout est beau. Honnêtement, la première année, c'est le paradis sur terre. Et c'est la première fois de ma vie que je m'accorde une année pour moi. C'est-à-dire que vraiment, voilà, j'ai passé mon bac à 16 ans, j'ai enchaîné avec 2 ans de prépa HEC, je suis rentrée à l'ESCP, ma maman est décédée, j'avais 19 ans, j'étais en école de commerce, j'ai enchaîné avec l'école de journalisme de Sciences Po, j'ai enchaîné avec TF1, enfin, je veux dire, j'étais vraiment une cocotte minute, quoi. Et c'était la première fois de ma vie que je n'étais pas en train ni d'étudier ni de travailler et que j'avais du temps pour moi. Et je pense que ça a du coup laissé de la place, d'ailleurs assez rapidement, à la rencontre avec quelqu'un qui allait me permettre de développer ma vie personnelle en fait et privée. Que tu avais laissé un peu en friche finalement du coup toutes ces années, quoi. Ah bah il y en avait pas, quoi. Enfin, c'était totalement en friche, ouais. Et alors comment est-ce que tu l'as rencontré ? Bah très simplement par une fille que j'avais rencontrée aussi quelques temps avant. C'est assez facile de rencontrer des gens en Israël. C'est ça aussi qui est très sympa. Il y a beaucoup de communautés d'expats, que ce soit des Français, des Italiens, des Américains, et même les Israéliens, ils adorent les étrangers. Tu sais, Israël, c'est un tout petit pays qui est entouré de pays et demi finalement, donc t'as un peu l'impression de vivre dans une île. Donc ils sont toujours, déjà, c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui sortent beaucoup de leur pays, et qui sont toujours contents de rencontrer des étrangers. Donc on rencontre les gens très facilement. J'avais rencontré cette fille qui était franco-israélienne, qui vivait en Israël depuis toujours, mais qui était franco-israélienne, qui avait une maman française et qui adorait les Français, et où je l'avais rencontrée à une soirée par une copine. Et elle s'était mis en tête de me présenter quelqu'un. Et je disais, mais attends, mais moi, je suis pas du tout là pour ça, quoi. Enfin, moi, je suis pas là pour rester. Je veux rencontrer personne. Je suis dans ma vie, tranquille. Moi, j'ai mon boulot de grand reporter qui m'attend à Paris. Enfin, là, les gars, moi, je suis une année en vacances, quoi. Et un vendredi, je sors du sport. Je suis vraiment, bah voilà, comme tu me vois aujourd'hui, avec un chignon sur la tête, les joues rouges. Et elle me dit, ah, je suis en train de bruncher à tel endroit avec un copain. Ça te dit de passer? Je suis, bah ouais, écoute, pourquoi pas. Mais c'était vraiment pas du tout. Enfin. Elle avait en tête de me le présenter. Moi, j'y suis allée vraiment chouette, quoi, un brunch. Je vais bien manger. Et voilà. Et je suis arrivée et j'ai rencontré quelqu'un qui était
qui était normal en fait. C'est-à-dire que contrairement à tous les garçons que je pouvais rencontrer avant dans mon parcours, qui étaient tous des grands reporters ou des photographes un peu fracassés par la vie, un peu compliqués, ou des gens qui n'étaient pas forcément libres, ou des gens qui étaient plus âgés, ou voilà, c'était des relations qui ne pouvaient pas aboutir. En fait, là, j'avais quelqu'un qui avait mon âge, qui était célibataire, qui bossait pas du tout dans le journalisme, qui était un geek entrepreneur israélien, qui était gentil, qui était drôle, et voilà, et qui m'a courtisé comme, enfin voilà, qui m'a montré qu'il avait envie d'être avec moi. Et c'était simple, quoi. Enfin, tu vois, il était libre, il était et c'était sain en fait. C'était quelque chose de possible et de facile. Alors après, attention, enfin toutes les relations après sont compliquées, surtout les relations multiculturelles. Mais voilà, je me suis laissée porter en fait, et c'était hyper agréable. Et c'était quelqu'un qui me remettait les pieds sur terre, qui avait lui-même les pieds sur terre. C'était quelqu'un qui avait envie de rencontrer quelqu'un pour, enfin voilà, pour se marier, qui avait envie de fonder une famille, qui avait envie d'enfants. Bon, moi, tout ça m'a fait un petit peu peur au début, mais je veux dire, c'était quelque chose, en tout cas, qui me faisait me sentir, me sentir bien. Donc voilà, donc l'année est passée et je me suis quand même posé beaucoup de questions parce que c'est pas évident de se dire que tu quittes tout pour rester dans un pays où il va falloir tout recommencer à zéro, en fait. Tout réapprendre aussi, j'imagine. Tout réapprendre, retrouver ta place, ton statut social. Mais l'année est passée. Je me suis pas posé des questions tout de suite. J'ai commencé à me poser des questions à partir de janvier, février. Et puis, très naturellement, je sais pas comment, on a commencé à chercher un appartement vers avril-mai. Et puis moi, j'arrêtais pas de lui dire non, mais moi je rentre. Enfin, tu vois, il me dit oui. Bon alors, tu préfères un 2 pièces ou un 3 pièces? Je dis non, mais moi je rentre. Et il était très sûr de lui. C'est ça aussi que j'ai aimé chez lui, c'est que c'était quelqu'un qui était très très sûr de lui, mais pas dans le bon sens, pas pédant, pas arrogant, mais quelqu'un qui te fait te sentir en sécurité et en confiance. Et bon, bref, voilà. Et écoute, le mois de juin est arrivé et j'ai décidé de rentrer à Paris, de reprendre rendez-vous avec Catherine Elle, donc, qui était ma directrice de l'info, et de lui dire que j'avais décidé de rester. Je voulais prévenir TF1 à l'avance, quoi, pour pas... Proprement. Voilà, on avait décidé que je revenais en septembre, donc en juin, je suis allée la voir. Et elle a été très heureuse pour moi, en fait. Je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai décidé de rester en Israël et de pas rentrer, et de laisser une chance en fait à cette histoire, bien sûr, à cet amour, mais aussi à cette Jessica qui était en train de naître en fait, qui laissait d'un coup de la place à une vie perso, privée, à potentielle famille. Voilà, j'avais envie de laisser de la place à cette personne-là d'exister. Et donc voilà, donc je suis rentrée en Israël après ce petit séjour à Paris pour annoncer que je restais. Et bon, là, par contre, c'est pas évident, quoi, parce que je me souviens, j'ai reçu un coup de fil des RH qui te dit, bon, alors voilà, il faut mettre en place les formalités de votre démission, du départ. Là, tu raccroches et tu dis, bah, il y a plus TF1, il y a plus le statut. Tu te trouves un peu une main devant, une main derrière dans ton appartement en Israël avec plus rien et tout à faire. Et heureusement que tu penses pas, le cerveau humain est finalement assez bien fait, parce qu'heureusement que tu penses pas à toutes ces choses-là avant, parce que je pense que sinon tu sautes pas, quoi, hein, tu franchis pas le cap. Et voilà, et voilà, j'étais là et on a emménagé et j'ai eu la chance après de retrouver un travail dans mon industrie. Tu deviens rédactrice en chef, c'est ça? Exactement, il y a une chaîne qui s'appelle i24 News qui a été créée en Israël assez peu de temps avant. Qui est une chaîne qui a été créée sur un peu le modèle de France 24, avec une chaîne en français, en anglais et en arabe, qui est basée donc à Yafo, la partie arabe de Tel Aviv, et locaux magnifiques face à la mer. Enfin voilà, t'arrives tous les jours en vélo, ça change de la tour TF1 à Boulogne. Donc ça fait tout ça fait partie les premiers moments. Enfin c'est vraiment c'est exotique, c'est agréable. Le honeymoon. Ouais, c'est vraiment la période de lune de miel avec ton nouveau pays, quoi. Et à l'époque, il y a un ancien journaliste français qui s'appelle Paul Amar, que tu dois connaître, qui vient de commencer à travailler pour cette chaîne et qui me contacte. Il sait que je suis en Israël, il me contacte et il me dit, voilà, on cherche à recruter des gens pour faire décoller la chaîne, pour professionnaliser, etc. Et j'aimerais que tu nous rejoignes en tant que rédactrice en chef pour partager ton savoir-faire, etc. Donc, j'hésite un peu parce que je me dis, tant qu'à être en Israël, pourquoi pas faire quelque chose de totalement différent? Pourquoi pas me lancer dans des projets que j'avais envie de faire moi de mon côté? Mais bon, je me dis, c'est quand même une bonne opportunité
c'est un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que ça me permet d'asseoir un peu ma vie sociale dans mon domaine et je bosse pour cette chaîne pendant donc 2 ans et demi. Et je rencontre effectivement des gens professionnellement super intéressants, des parcours très très différents, parce qu'il y a une rédaction anglo-saxonne, française, arabe. Il y a aussi beaucoup d'Israéliens, évidemment, qui travaillent dans cette chaîne. Et puis, je rencontre des gens qui sont devenus mes amis, mon réseau en Israël, etc. Et donc, voilà, j'ai travaillé dans cette chaîne pendant 2 ans et demi. Comment ça se passe? Parce que finalement, tu pars d'un job où tu es tout le temps sur le terrain, tu n'as pas vraiment de vie privée. Donc finalement, une transition vers la Jessica que tu essayes, en fait, à qui tu essaies de donner une chance, à qui tu essayes de faire de la place. Un job un peu plus sédentaire, finalement. Est-ce que la différence, finalement, est pas trop importante? Enfin, je veux dire, comment ça se passe pour toi, cette différence d'exercer ton métier, finalement, dans 2 contextes complètement différents? Alors, c'est assez compliqué, en fait. Effectivement, c'est une très bonne question parce que je suis quelqu'un de terrain. En fait, j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime découvrir, j'aime parler aux gens, j'aime raconter des histoires, j'aime être... Mon frère se moque de moi, il me dit « Mais toi, t'aimes le bivouac ?» Mais c'est vrai, quoi. Enfin, moi, j'aime être vraiment les mains dans le cambouis sur le terrain. Et finalement, je m'épanouis pas vachement en étant dans un bureau. Parce que finalement, c'est un travail qui est beaucoup plus, on va dire, logistique, administratif, beaucoup moins de contenu. En fait, tu dois gérer des gens, quoi. Tu dois vraiment... Et ça, quand tu es sur le terrain, tu gères ton équipe. Donc, c'est 3 personnes, on va dire, allez, 4 quand il y a un fixeur, quand tu es à l'étranger. Toi, plus 3 personnes. Mais là, d'un coup, c'est une rédaction avec 80 personnes. Et ça prend le pas, en fait, sur pour moi, en tout cas, sur le contenu, sur la réflexion éditoriale, etc. Et ça m'épanouit pas énormément. Donc, c'est intéressant. Ça m'a permis d'entrevoir ce qu'était ce poste-là, ce métier-là. Mais j'avoue que c'est pas quelque chose qui, surtout dans un pays comme Israël, qui me fascine. Et j'ai une soif toujours. Cette reporter, elle est pas partie. Enfin, je veux dire, elle est toujours en moi. Et j'ai une soif de découvrir ce pays. Et je me sens un peu à l'étroit. En fait, je me sens un peu confinée, un peu. Donc, ça m'épanouit pas vachement. J'essaye d'en tirer le meilleur parce que j'apprends quand même beaucoup de choses. Mais ça m'épanouit pas énormément. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête au bout de 2 ans et demi. Et je me marie. Et là, je tombe enceinte assez rapidement. Et en fait, je me laisse un peu porter par cette grossesse. Je décide d'aller au bout de cette grossesse et je me dis quand j'accoucherai, je prendrai le temps, mais bon, 2-3 mois après, on est reparti, je vais repartir sur le terrain, j'avais des idées de documentaires, j'avais envie d'être à mon compte pour le coup, j'avais envie de garder cette liberté-là, mais j'avais envie de plus de subjectivité que quand on travaille pour le news, pour l'info, j'avais envie de pouvoir exprimer mon regard, de pouvoir poser mon regard et de pouvoir dire ce que j'avais envie de dire, donc j'avais envie de faire des choses plus qui était tournée vers du documentaire, raconter des histoires, pourquoi pas même de la fiction, basée sur des choses que je vivais au quotidien. Mais voilà, j'avais tous ces projets-là en tête. Encore une fois, je suis quelqu'un qui a toujours une idée très claire de ce que j'allais faire, et puis la vie s'est chargée du reste. Et voilà, donc je me suis laissée porter par ma grossesse. Je suis tombée un peu là-dedans sans trop savoir où j'allais, et ça m'a plu, et mon fils est né. Et écoute, il a 3 ans et demi aujourd'hui et je l'ai jamais laissé, je l'ai jamais quitté. Il est à l'école quelques heures le matin maintenant, mais je suis maman à plein temps depuis, alors que je pensais très sérieusement reprendre une trajectoire plus ou moins journalistique, on va dire, à sa naissance. Donc en fait, la maternité pour toi, ça a été la réinvention totale finalement, de tous les pans de ta vie. Quand on avait échangé, tu avais utilisé cette expression, c'était un tsunami général. Ah ouais, Est-ce que tu veux me raconter un peu comment ça s'est passé? Ouais. Donc du coup, il est né en Israël, Adam, oui, c'est ça? Il faut parler pour comprendre. Pour comprendre mon chemin de maternité à travers l'expatriation, il faut que je te raconte la deuxième étape de l'expatriation, puisque ça a été d'Israël à New York en plein Covid. Donc Adam est né en octobre 2019 en Israël. Ça a été... j'avais comme toutes les jeunes mamans, comme toutes les nouvelles mamans, on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Et moi, ça a été ma plus grande leçon d'humilité et un vrai tsunami, parce que j'avais des amis avant. J'ai été maman assez tard, finalement. J'allais avoir 36 ans. Je pense pas vraiment tard, mais je veux dire, j'étais pas toute jeune. Et j'avais des amis qui avaient déjà des enfants qui étaient bien plus grands.
Et j'avais toujours un peu méprisé cette tâche maternelle en me disant, en sous-estimant en fait l'ampleur et la richesse de la tâche. Et quand je suis devenue maman, ça a été une énorme claque. Je sais pas, ça a été instantané en fait. À la seconde où Adam est né, mon monde s'est arrêté. Et j'ai commencé à l'allaiter alors que je pensais pas du tout que j'avais envie d'allaiter ni que j'allais allaiter. Donc forcément, pendant les 3 premiers mois, j'étais collée à lui. C'est un bébé qui a eu un reflux, donc il était un reflux sévère. Il a impossible de le laisser. Enfin, il ne supportait pas être allongé, pas allongé sur le dos. Il supportait pas être dans un couffin, Il était sur moi. Il vivait sur moi, porté en permanence. Et là, mon mari, qui a sa boîte en Israël et qui développait déjà sa boîte sur le marché américain, faisait pas mal d'allers-retours avec les États-Unis. Il part aux États-Unis, à New York, quand Adam a 6 semaines. Et il revient et il me dit, écoute, voilà, grosso modo, j'ai une opportunité qu'on déménage à New York. Il faudrait qu'on soit là-bas, en gros, en mars. Donc mars 2020. Et là, on est fin décembre 2019. Et je lui dis, là, quand même, bon, ok, il n'y a jamais de timing parfait dans la vie, mais là, le timing est quand même particulièrement chaud. Adam a à peine 3 mois, on dort pas, je ne dors pas. Comment on va packer un appartement entier pour déménager, etc. Enfin, ça me paraissait insurmontable. Il me dit, écoute, il n'y aura jamais de bon moment. On a envie de découvrir autre chose. Voilà, on tourne tous les deux un petit peu en rond en Israël. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours eu la bougeotte de toute façon, donc ok, on est parti. Et donc là, entre en gros janvier 2020 et mars 2020, en 2 mois, avec Adam dans le porte-bébé, des nuits sans sommeil, un nourrisson qui a entre 3 et 5 mois et le Covid, le spectre du Covid qui commence à se rapprocher, et ben je mets notre appartement en carton, je trie, à prendre, à laisser, à envoyer, beaucoup de stress, mais on le fait, voilà, je le fais. Et là, pour le coup, on commence à être début mars 2020 et nos billets avaient été pris pour le 17 mars 2020. Et je quand même commence à dire à mon mari, mais quand même, c'est quand même un peu tendu qu'on parte maintenant. On va se retrouver certainement confinés, sans pouvoir sortir de chez nous, sans aide du tout, dans un nouvel appartement, avec un nourrisson. Ça me paraît quand même très, très compliqué. On avait pris notre appartement dans un immeuble où on avait des amis qui habitaient à New York et on avait déjà notre appartement, c'est-à-dire qu'on avait pu signer. En fait, on connaissait l'appartement parce que c'était le même appartement que nos amis, chez qui on avait déjà été quelques années auparavant. Elle nous avait mis en contact avec les personnes qui s'occupaient du building, etc. Donc, on connaissait l'appartement. On s'était dit, c'est très bien, c'est fonctionnel. Pour la première année, ça fera la blague à New York. On verra après. Donc, on avait déjà notre appartement. Elle me dit, écoute, voilà, moi, ce que je te propose, c'est que je parte avant vous. Je fais tout le nécessaire pour que vous puissiez venir et que ce soit vivable avec Adam, etc. Nos affaires vont arriver puisqu'elles avaient déjà été shippées quelques semaines auparavant. Et puis, c'est bon, ça va rouler. Je suis quand même très inquiète, mais je dis, bon, ok. Donc, il part. Et j'étais censée le rejoindre 2-3 semaines après, si tu veux. Et là, les jours passent et les aéroports commencent à fermer, le ciel commence à se fermer. On est là, 11 mars, 12 mars, 13 mars, 14 mars 2020. Et là, je lui dis, écoute, là, il faut qu'on parte ce soir, quoi, en fait. Parce que si on part pas, on va pas pouvoir partir du tout. Et là, on va être séparés. Lui est déjà arrivé à New York. Et donc, je fais le voyage. Ma belle-mère nous amène à l'aéroport, dans un aéroport désert, mais absolument désert. Les gants, le masque. On savait même pas à l'époque ce qu'on mettait, ce qu'on devait mettre, ni pourquoi, ni comment, mais on le mettait. Adam, 5 mois. Une ambiance un peu fin du monde. Une ambiance fin du monde totale, quoi. Et je fais mon premier vol seul avec Adam, 5 mois, Tel Aviv, New York. C'est vachement long, non? Ouais, c'est assez long, Tel Aviv, New York. C'est un vol de nuit. Mais Adam a toujours été, on voyage beaucoup avec lui, et il a toujours été un bébé super dans les avions. Il dort. Tant qu'il est sur moi, il dort. Donc, on fait un vol de nuit, et il dort 10 heures. Il se réveille pour prendre son biberon à un moment donné, mais sans aucun problème. Voilà, et on fait le vol. On arrive, pareil, dans un aéroport à New York, désert, bref. Et on arrive dans cet appartement et commence cette aventure. Et c'est là, en fait, que commence vraiment l'aventure maternelle. Parce que là, Adam a 5 mois, je suis à New York, on n'a pas d'aide du tout. On n'a personne, ni ma famille, ni la famille de mon mari. Les immeubles, à ce moment-là, à cause du Covid, n'acceptent pas les personnes extérieures, donc c'est-à-dire pas d'aide. Donc, ça veut dire pas d'aide avec un bébé, pas de femme de ménage, pas de gens qui viennent t'aider à construire tes meubles. C'est un détail, mais quand tu viens d'emménager dans un appartement, t'as tout ça. Et donc, on est seul. Et là, là, je découvre vraiment
ce que c'est, quoi, ce que la tâche qui m'attend. Et en fait, je plonge dedans et ça m'intéresse, contrairement à ce que j'imaginais. Ça m'intéresse profondément. Le développement d'un bébé, le développement du cerveau d'un enfant, tout, en fait, toutes les activités qui peuvent entourer, enfin, activités, on parle d'un bébé de 5 mois, il n'y a pas beaucoup d'activités à ce moment-là, mais le temps passe et on arrive très vite à 1 an. Et à cause du Covid, en fait, j'ai passé cette année-là totalement seule avec Adam. Et là, en fait, je me dis, bon, par habitude, par réflexe, par la pression aussi de la société, de mon environnement, de mes pairs, je me dis, il faut que je trouve une nounou. Je ne vais pas être que maman à plein temps. J'ai quand même fait 8 ans d'études, j'ai été grand reporter, je fais tout ça. Non, il faut que je me remette. Mon bébé va avec une nounou. Et je commence à voir des nounous, j'interviewe des nounous, des gens pour m'aider. Et j'en interviewe 5, 10, 15, 20, 25. Et non, quoi. Ça me paraît... Non. C'est non, en fait. Qu'est-ce qui bloque ? Bah, tout. C'est jamais assez bien. Impossibilité de faire confiance. En fait, j'avais une idée très précise de la manière dont je voulais que le quotidien de mon enfant soit rythmé, et puis je voulais passer du temps avec lui. Je voulais être avec lui. Donc, je ne me voyais pas du tout imaginer mon fils avec quelqu'un d'autre. J'avais envie de passer ce temps-là avec lui. Donc, je vais voir mon mari et je lui dis, écoute, voilà, je sais que ça va te paraître fou, mais qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu serais d'accord pour que je ne reprenne pas le travail et que je passe les 3 premières années d'Adam à plein temps avec lui, quoi. J'ai vraiment envie de me consacrer à son éducation et voilà. Maintenant, si tu me dis que c'est pas possible financièrement, il fallait en discuter. C'est un projet. Ça veut dire quelque chose financièrement, surtout dans une ville comme New York, etc. Et à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir un mari qui peut nous offrir ça. Et qui me dit, ok, écoute, je serais ravie pour Adam qu'il puisse passer ce temps-là avec toi, et tant qu'on peut le faire, ben allons-y. Est-ce que ça pourra durer 3 ans, je sais pas, mais voilà, tant qu'on peut le faire, faisons-le. Et donc je rentre là-dedans et je deviens donc maman dans cette société américaine, en fait, dans cette société new-yorkaise, et je découvre la maternité de manière générale, puisque c'est mon premier enfant, et je découvre une manière d'être maman, parent à l'américaine, que j'adopte et qui me convient très très bien, en fait. Mes amis à Paris me disent que je suis tombée sur la tête. Et pourquoi ? Parce que tu travailles plus ? Parce que je travaille. Tu travailles plus rémunéré ? Voilà, exactement. C'est exactement ça. Mais tu fais quelque chose à côté, mais tu fais pas que ça quand même. Et là, je sens en moi cette boule qui commence à monter, quoi. Et je me rends compte, en fait, que on n'a aucune idée de ce que c'est, quoi, qu'être maman. Ce travail à plein temps qui est, pour le coup, H24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause. Et puis surtout, quand ils sont encore petits, il n'y a pas de pause même la nuit. Je suis fatiguée, hein, on va pas se mentir. C'est un épuisement total. Mais je suis très heureuse et ça m'épanouit. Et c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. J'ai pas le sentiment de passer à côté d'autre chose. Mais il m'a fallu quand même un peu de temps pour accepter, pour aller au-delà du jugement que la société pouvait porter sur ma décision. Et du coup, du jugement, de l'auto-jugement, en fait, que moi, je m'infligeais à ce moment-là. Parce que je peux pas n'avoir envie de faire que ça, mais c'est quand même nul, quoi, intellectuellement. C'est vrai, c'est pas... Et puis les gens me disaient, mais tu vas péter un plomb, il te faut un équilibre, Évidemment, mais il y a autant d'équilibre qu'il y a de maman, en fait. Et moi, mon équilibre à ce moment-là, c'était d'être avec mon enfant. J'avais 36 ans. J'avais eu une carrière fulgurante. J'avais travaillé 10 ans dans le journalisme au total, on va dire. 8 ans d'études, 10 ans, enfin ça va. J'avais consacré 18 ans de ma vie à moi seule, à ma construction de mon parcours, de ma carrière, de ma vie professionnelle. J'avais envie de pouvoir consacrer du temps à mon enfant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était fou de devoir justifier. Tu fais des enfants, tu mets des enfants au monde pour pouvoir quand même passer du temps avec eux, pour pouvoir t'en occuper. Après, il y a des mamans, et je juge absolument pas, qui trouvent leur équilibre de manière différente. Mais quand une maman décide que son équilibre passe par là, c'est quand même fou de devoir le justifier à ce point-là. Enfin bref, tout ça pour te dire que ça a été ce tsunami-là, puisqu'il y a eu en fait une dissonance énorme, il y a eu un fossé énorme entre la maman que j'imaginais devenir et celle que j'étais actuellement, enfin effectivement, en train de devenir. Et c'est pas évident, c'est évident pour personne, c'est pas évident pour mon entourage non plus, en premier lieu pour mon mari, mais ça m'a passionnée. Et je trouve que aux États-Unis, on valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les mamans à plein temps. D'ailleurs, je suis aujourd'hui même entourée à l'école de mamans qui s'occupent encore de leurs enfants à plein temps. De passer du temps avec ses enfants, de faire des activités. Il y a énormément de cours, ce qu'on appelle aux États-Unis. Tout ça, j'ai découvert ça, les Mommy and Me,
classes. Donc, j'ai adoré avoir des cours de musique avec Adam à Central Park. J'ai découvert New York. Je connaissais New York parce que j'avais étudié à Columbia pendant 1 an. Mais j'ai découvert New York avec lui. J'ai découvert ce New York pour les enfants avec plein de choses à faire, avec plein d'activités qui sont... La société est faite, en fait, pour les mamans et les enfants, parce qu'aussi aux États-Unis, l'école est obligatoire qu'à partir de 5 ans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont encore à la maison, que ce soit avec maman ou avec des nounous. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui sont offertes pour les enfants pendant la semaine. Alors que, par exemple, je me souviens quand je rentrais à Paris, et encore maintenant, pendant la semaine, il n'y a quasiment rien pour les enfants. Mais encore tout petit, 18 mois, 2 ans, quand j'étais à Paris avec Adam à ces âges-là, pendant la semaine, il n'y a rien à faire parce que les enfants sont déjà en crèche. C'est une organisation totalement différente. Et j'ai adoré, en fait, ce style de maternité. Et je pense que je n'aurais jamais fait ça si j'étais restée à Paris. Alors, t'as utilisé une expression qui m'interpelle. Je suis devenue aussi maman à l'américaine. L'éducation à l'américaine, c'est quoi en fait ? Tu vois, je suis pas sûre que tout le monde en fait saisisse de quoi il s'agit. Est-ce que tu veux définir ? Alors, il y a le fait en fait de pouvoir passer plus de temps avec tes enfants pour les personnes qui le souhaitent. C'est souvent des femmes, mais il y a aussi quelques hommes. Tu m'avais parlé d'un terme que j'avais jamais entendu, qui s'appelle le kindergarten. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est ? Ouais, alors ça c'est l'autre extrême, parce qu'évidemment dans tout il y a des extrêmes. Bien sûr. Bien sûr. Moi j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire des activités avec mon enfant. Il faut pas non plus tomber dans un tout enfant. Et le tout enfant, c'est un peu ça. Alors ça c'est kindergarten, c'est un terme qui est un petit peu négatif, puisque là c'est carrément ça vient de oligarchie, monarchie. Donc là, kindergarten, c'est l'enfant qui dirige tout et qui gère tout. Donc ça peut être le risque un petit peu dans la société américaine, c'est le tout enfant. Il y a tellement de choses, tellement d'activités, d'endroits, de choses à faire avec les enfants qu'on peut tomber là-dedans. D'ailleurs, je crois que c'est Françoise Dolto qui disait que l'équilibre, ça doit pas être centré autour de l'enfant, mais autour de la famille. Et c'est une vraie nuance, c'est différent, parce que la famille, c'est pas que l'enfant. La famille, c'est l'enfant et les frères et sœurs, s'il y en a, et les adultes aussi qui sont là. Donc, être parent à l'américaine, je trouve que c'est être plus présent, honnêtement. Je vois, par rapport à la France, je trouve que les parents sont plus présents. C'est faire plus de choses avec ses enfants. La grosse différence entre la maman à l'américaine et la maman française, elle est aussi permise, c'est ce que je te disais, par la manière dont la société est organisée. Et je pense que le fait que l'école ne soit obligatoire ici qu'à partir de 5 ans, et qu'il y a une plus grande liberté sociale et une plus grande liberté dans les mentalités, permet aux mamans je pense, d'être vraiment plus présentes, de passer plus de temps, plus de quality time avec leurs enfants. Et ça, c'est génial. Je pense que la France devrait vraiment s'en inspirer. Et j'ai remarqué ici, ne serait-ce que les mamans qui sont en legging, en basket, les mains dans le sable, dans la terre, dans le cambouis. Ça, c'est une grosse, grosse différence. Bref. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas quelque chose de mieux et quelque chose de moins bien. Il y a simplement une société, je pense, qui permet ici de laisser plus de place à ça. Il y a une Américaine qui est devenue maman à Paris, qui a écrit ce livre qui s'appelle Bringing Up Baby, et qui s'est vraiment posé la question, tu dois le connaître, qui s'est vraiment posé la question de la différence entre les parents français et les parents américains. Il y a du bon et il y a du mauvais, mais c'est vraiment ça. Je pense que les parents américains font peut-être passer les enfants avant eux, et les parents français, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans son livre, et elle dit, les parents français, ils se font passer avant, c'est-à-dire que c'est la vie d'adulte, en tout cas, qui prime, alors que pour moi, de ce que j'ai vu ici, c'est les enfants qui passent avant. C'est pas hyper bien formulé ce que je suis en train de dire, parce que c'est assez judgmental et c'est pas du tout le message que je veux envoyer. Mais c'est un peu ce qu'elle décrit quand même, c'est-à-dire que aux États-Unis, la société laisse plus d'espace et plus de temps, je pense aussi, pour que les parents passent du quality time avec les enfants. Et en même temps, c'est contradictoire avec certaines choses comme de la société américaine. Par exemple, il n'y a pas vraiment de congé maternité. Enfin, tu vois. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Mais je pense qu'il y a une plus grande liberté.
une plus grande liberté sociale. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans la partie administrative ou en tout cas juridique, etc. Mais on va parler des mentalités. Sur le terrain des mentalités, je trouve qu'il y a une plus grande liberté sociale. Parce que moi, j'ai jamais senti ici, par exemple, qu'on me regardait de travers quand je disais que j'étais à plein temps avec mon enfant. Alors qu'à Paris, comme je te le disais, j'ai énormément de gens, et encore aujourd'hui, qui m'ont demandé et me demandent mais tu ne fais pas que ça quand même, en quoi ça t'épanouit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton enfant, mais c'est quand même super chiant d'aller au parc. Enfin voilà, et je trouve que aux États-Unis, il y a beaucoup moins de jugement porté, et je trouve qu'il y a une plus grande liberté sociale, une plus grande liberté dans les mentalités qui te permettent d'adopter un petit peu ce style de parentalité, de maternité qui est peut-être trop pour certains, hein. Je te l'accorde, mais qui, moi, en tout cas, m'a convenu. Et je sais que l'expatriation m'a fait devenir cette maman à plein temps, et j'en suis ravie. Ça a été certainement ma plus belle mission, ma plus grande aventure, la plus dure aussi, certainement, parce qu'avant, j'étais assez arrogante, et quand mes copines maman me racontaient un peu les difficultés qu'elles avaient avec leurs enfants, dans ma tête, je me disais, mais attends, couvrir Fukushima, c'est quand même 10 fois plus dur et 10 fois plus fatigant que ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est en ça que je dis que la maternité, pour moi, a été une grande leçon d'humilité. C'est une aventure extraordinaire, et ça te pousse, ça te fait devenir une meilleure personne, et ça te pousse quand même au bout de tout, en fait, au bout de tes forces, d'un côté, ça c'est sûr, mais ça te pousse à aller vers la plus belle version de toi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait ici et que je n'aurais jamais fait à Paris. Parce que j'aurais eu la pression de mes amis, la pression de mes pères, et puis de moi-même aussi, une pression sociale, parce que le cadre de la société n'aurait pas été organisé pour ça. Ici, le fait de voir qu'il y avait tellement de mamans avec leurs enfants au parc pendant la semaine, de voir qu'il y avait tellement d'activités offertes, mais des activités simples, c'était simplement un support pour pouvoir rencontrer d'autres mamans avec d'autres enfants. Ça a énormément facilité les choses. J'ai découvert tout un univers. Par exemple, en France, je trouve qu'on est très jouet avec les enfants jouent avec des jouets. Pour moi, un enfant, ça joue avec des jouets, avec des trains, avec des voitures, avec des Lego, avec des Playmobil, etc. Ici, j'ai découvert tout l'univers des activités sensorielles, qui se trouve en plus a très bien correspondu à mon enfant, parce que c'est tout ce qu'il aime faire. Mais ça, c'est des choses clairement que jamais j'aurais pensé imaginer faire dans un appartement à Paris. Ici, il y a carrément c'est pas vraiment des cours, mais on va dire des personnes qui offrent des sessions de jeux, ce qu'ils appellent Messy Play, ce qui permet de mettre le bazar là où est le cours et pas chez toi dans ton appartement. Et j'ai découvert tout ça, toutes les activités que tu peux faire à la maison avec tes enfants. Je me suis vue prendre des rouleaux de papier toilette et mettre en place des boîtes, des bines, des trucs pour Adam. Jamais, je suis quelqu'un de pas du tout manuel, ça m'intéressait pas du tout. Et j'ai découvert tout ça ici. Et je pense que c'est un univers que j'aurais absolument pas découvert à Paris. Et ça m'a énormément intéressée, ça m'a énormément plu. C'est génial. Tu t'es trouvée, en fait. Tu t'es trouvée la Jessica 2.0. Ça veut pas dire que celle d'avant était moins bien, mais en tout cas, tu t'es réinventée et t'es très épanouie. T'as l'air, en tout cas, très épanouie. Je suis épanouie. Là, on n'a pas le temps de tout évoquer. C'est pas aussi simple, parce que quand tu fais un virage à 180 comme ça passe forcément par... c'est douloureux, quoi. Beaucoup de doutes, j'imagine. Ouais, il y a beaucoup de doutes, et voilà, c'est pas simple. Mais je suis très reconnaissante d'avoir pu prendre ce virage et d'avoir pu faire ce chemin, parce que je pense que j'aurais été une version de moi-même pas tout à fait complète, quoi. Et alors, tu disais il y a quelques instants que tu étais allée voir ton mari en disant moi, ce que j'aimerais, c'est être avec mon fils pendant ces 3 premières années. Il a maintenant 3 ans et demi. Alors du coup, à quoi ressemble le futur ? Comment est-ce que tu envisages ton futur aussi ? Alors aujourd'hui, Adam donc est rentré à l'école en septembre. Donc on a fait un peu comme en France et comme en Israël d'ailleurs, c'est tu rentres à l'école au mois de septembre de l'année où tu vas avoir 3 ans. Donc il est rentré à l'équivalent de la première année de maternelle. Il est à l'école en revanche que le matin. Je vais le chercher à la fin de la matinée, vers 12h30, 1h. Et l'après-midi, je suis toujours consacrée à lui. Donc ça fait quand même beaucoup de temps. Pour mon mari, c'est quand même, t'as toutes tes matinées pour toi. Oui, alors concrètement, c'est 3 heures le matin, parce que entre le moment où tu le déposes et le moment où tu vas le chercher, c'est 3 heures. Ce qui laisse pas beaucoup de temps. Donc pour l'instant, je suis encore très très concentrée sur Adam.
Mes envies pour la suite, elles tournent autour de l'éducation, de la maternité, de la parentalité. Ça peut prendre plein de formes. J'ai plein d'envies différentes et j'essaye d'ordonner un petit peu mes pensées. Mais un livre pour raconter toute cette histoire parce que toutes les femmes devraient avoir le choix. Et moi, j'ai choisi de passer entre guillemets, sur le papier ce qui s'apparentait à une très belle carrière avec quelqu'un avec beaucoup d'études, beaucoup de diplômes, voilà, à mère au foyer. Et je trouve que cette expression, premièrement, est très désuète parce qu'on n'est pas autour du foyer, qui est quand on s'occupe d'un enfant à plein temps. Et je trouve que ce statut est encore extrêmement dévalorisé. Et j'ai souffert de jugement, j'ai eu peur de franchir ce pas-là. Et je trouve ça dingue, en fait, de devoir justifier cette envie qui est presque animale et qui est quand même assez naturelle. Donc voilà, j'ai envie de parler de tout ça, de mon chemin, de ce parcours, de ce que ça veut dire dans la vie de faire des choix et d'encourager les femmes, en fait, à faire des choix. Mais ça peut être le choix que moi j'ai fait, mais les choix, quel que soit le choix, changer de trajectoire, quelle que soit la trajectoire. J'ai envie d'aider aujourd'hui certains parents, certaines mamans dans les premiers mois, les premières années de la maternité à trouver leur place, trouver un équilibre, trouver des idées d'activité, faire face aux problèmes et aux challenges que peuvent soulever les enfants aux différents stades de leur développement. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais clairement, ça tourne autour de ça. Je dis souvent que je suis devenue... En fait, j'ai un peu transféré ma passion du grand reportage vers Adam. C'est-à-dire que moi, je suis devenue une maman très, très baroudeuse avec Adam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime découvrir des endroits avec lui. Alors aujourd'hui, c'est orienté vers les choses qu'on appelle kids-friendly, donc les activités avec les enfants, que ce soit aux États-Unis, en France, en Israël, où on va. Enfin, j'ai cette passion toujours de la découverte, mais aujourd'hui, toujours centrée autour de l'enfant. Et ça aussi, voilà, ça fait partie des choses. Créer un vrai blog, page Instagram n'est pas encore assez organisée et développée, mais ça commence en tout cas à être très centré autour de ce que tu peux faire avec les enfants. Et voilà, tout ça me passionne, les voyages avec les enfants. Voilà, j'ai plein de choses, mais clairement, ça tourne autour de l'éducation, de la parentalité et des enfants. Je ne sais pas encore quelle forme exacte ça prendra. J'ai pas assez de temps encore pour m'y consacrer, mais ça va venir. Je pense que dès l'année prochaine, Adam va commencer à faire des journées plus longues à l'école et ça va me laisser un peu plus de temps. Mais parfois, quand je panique et je me dis mais la suite, c'est quoi? Je me dis attends, enfin, c'est bon, 3-4 ans dans une vie consacrée à ton enfant et à mettre un peu tout sur pause, c'est pas grand-chose quand tu as la chance de pouvoir le faire. Et encore une fois, je reconnais et je suis reconnaissante envers mon mari qui m'a permis de pouvoir le faire et de pouvoir offrir ces années-là à mon enfant. Et alors, il y a aussi... tu le disais, voilà, se réinventer, ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Enfin, c'est pas un tour de magie. Il y a une véritable introspection. Ça peut être douloureux, ça peut être plein de doutes. Il y a aussi en fait la distance de la famille. Vous êtes venu pour le boulot et au bout de quelques années, vous vouliez éventuellement rentrer en Israël, pas en France. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce projet et finalement pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de retour en France? Il n'y a pas de retour en France. Alors c'est assez simple, c'est que mon mari n'est pas français. Donc mon mari, lui, il est israélien, sa boîte est en Israël, on s'est rencontrés en Israël. On est parti il n'y a pas si longtemps que ça, on est parti il y a 3 ans. On est parti en mars 2020. Donc on est toujours parti au départ en se disant on part de 3 ans et on verra. Moi, c'est vrai que le fait d'être maman loin des miens, loin des gens que j'aime, c'est quelque chose de difficile pour moi. De pas avoir pu partager et de pas partager toujours les premières années de la petite enfance de mon enfant de manière plus intense avec ma famille ou la famille de mon mari, c'est quelque chose dont je souffre. Mon papa, j'ai plus que mon papa est âgé, il peut pas se déplacer. Donc voilà, ça pour moi c'est quelque chose qui est compliqué. À partir du moment où j'ai épousé Omer et où j'ai fait un enfant avec Omer, je savais pourquoi je signais. Alors, ça veut pas dire que c'est simple, ça veut pas dire que je l'accepte tout le temps, mais je savais que la France n'était pas une option. Omer il parle très bien français. D'ailleurs, sa maman est française, c'est assez ironique. Mais sa maman est française, elle a déménagé en Israël quand elle était très très jeune, donc elle s'est mariée en Israël et tous ses enfants sont nés en Israël. Et ses enfants étaient élevés totalement israéliens. Omer parle français et comprend le français, mais pas assez bien pour travailler dans cette langue. Il travaille pas vraiment avec le marché français.
il aime pas vraiment la mentalité du marché français, surtout en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, je vais pas le contredire là-dessus. Je suis assez contente que mon enfant ne grandisse pas avec le système de l'éducation nationale française. Donc voilà, la France n'a jamais été quelque chose. Ça n'a jamais été un pays. Il n'a jamais été question qu'on revienne en France. Pour nous, on s'expatrie d'Israël. Et si un jour on retourne quelque part, on retournera en Israël. Maintenant, je vais en France très régulièrement avec Adam, 2-3 fois par an, sur des longues périodes. Pour moi, la culture française, c'est très important. C'est très important qu'il l'ait, que ce soit par les livres, la musique, les films un peu plus tard, quand il sera plus grand. Enfin, voilà, il parle 3 langues. Il parle français, il parle hébreu, parce qu'on a adopté la méthode One Person, One Language. Donc, je ne lui parle que en français depuis la naissance et mon mari ne lui parle que en hébreu. Donc, il parle français et hébreu à la maison, maintenant anglais à l'école. Ces cultures-là, ces 2 cultures, françaises et israéliennes, sont présentes dans notre vie. On arrive à voir nos familles assez régulièrement. Ceux qui peuvent se déplacer viennent nous voir. Nous, voilà, on part régulièrement, on va dire 2 fois par an, on part longtemps. Là, l'été va arriver, on va faire 1 mois dans chaque pays. C'est très important qu'il grandisse et qu'on puisse lui transmettre, en lui transmettant ces 2 cultures-là. Mais le retour en France, alors c'est pas pour ça que c'est pas douloureux pour moi, hein, surtout après l'été, quand on revient en général. J'ai toujours envie de repartir en France. Quand on est à Paris, d'ailleurs, je fais avec Adam tout ce que je faisais quand j'étais petite. Le Guignol, les marionnettes, le poney, les manèges, Paris, les pains au chocolat. Voilà, on va en Normandie, dans le Perche que tu connais, je sais. Moi, j'ai grandi en ayant une maison de campagne en Normandie. J'adore. J'ai fait découvrir cette région à Adam. Il fait du cheval. Voilà, la campagne, tout ça, c'est des choses qui font partie de sa vie. Mais ce qui fait aussi partie de sa vie, c'est la maison de ses grands-parents en Israël. C'est aller cueillir des citrons dans les citronniers derrière la maison. C'est la plage. C'est les glaces à l'eau. C'est les falafels. Enfin, voilà, il sait qui est Ben Gurion. Enfin, voilà, tout ça, ça fait partie. On essaie. En fait, j'ai dû inventer totalement un modèle avec ce bilinguisme à la maison, cet environnement biculturel, et en plus, en rajoutant la 3e couche d'Amérique ici. Donc voilà, la France, non, ça fait pas partie de nos plans. Et je ferais tout. D'ailleurs, on ne veut pas du tout mettre Adam à l'école française ici. On aimerait qu'il aille dans une école peut-être bilingue, anglais, hébreu, ou totalement anglais. Aujourd'hui, il est dans une école américaine 100%, et il s'en sort très, très bien. Donc voilà, pour nous, c'est ça le modèle. Et la France n'est pas dans les plans. On verra ce que l'avenir nous réserve. On se dit qu'on aimerait bien essayer quelque chose d'autre que New York, parce que New York, c'est pas vraiment les États-Unis. C'est très particulier. Donc, on aimerait trouver peut-être un endroit où passer 1 an ou 2 qui soit pas New York, quelque part aux États-Unis, qui soit pas trop à l'ouest, pour que ce soit pas trop loin d'Israël. Voilà, pour l'instant, on n'a pas. Colorado. Alors, mon mari adore. Enfin, il connaît pas, mais d'ailleurs, on y va certainement cet été. On va certainement aller découvrir un petit peu le Colorado. Mais mon mari me parle beaucoup de Boulder, Colorado. Et voilà, ça fait partie des destinations potentielles. Aha! Voilà. Affaire à suivre. Ouais. Est-ce que y a un petit conseil que tu donnerais à la Jessica, je sais pas, peut-être celle de 2014, en plein questionnement, ou celle qui, je sais pas, qui a décidé, bon bah écoute, on part ce soir, direction New York, enfin j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des petits conseils que tu pourrais te donner rétrospectivement, dont nos auditeurs et auditrices pourraient peut-être bénéficier? Tu veux des conseils pratiques ou tu veux des conseils plus généraux? Qu'est-ce que tu as appris? Je pense que tu as appris beaucoup de choses au cours de ce parcours. Moi, j'ai appris que rien ne se passe comme prévu. Jamais. Ouais. Ça, c'est la première chose, parce que voilà, entre le fait que je devais partir 1 an, que je suis jamais rentrée, et que finalement d'Israël, je me suis retrouvée à New York en pleine pandémie mondiale. Enfin bon, voilà. Maman à plein temps, alors que je méprisais totalement presque les mamans. Enfin voilà, rien ne se passe jamais comme prévu. Il faut pas trop réfléchir, je crois. Je crois que toutes les grosses décisions que j'ai prises, je les ai prises sans ça pas. L'introspection est venue après. L'introspection vient aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs une phase assez compliquée aujourd'hui dans laquelle je suis. Peut-être parce qu'encore une fois, je vais avoir 40 ans cette année. Mais voilà, il faut pas croire que les grandes décisions sont prises au terme d'un raisonnement très cartésien et d'une réflexion très raisonnée. C'est pas raisonnable. Les choix sont pas raisonnables au premier sens du terme. Et heureusement,
parce que sinon, voilà, on n'en ferait pas. Oui, aujourd'hui, la phase d'introspection, elle est aujourd'hui. Rétrospectivement, parfois, j'ai bien sûr que j'ai des moments, il faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'il faut pas se mentir et il faut pas se dire super, la vie d'avant était toute pourrie, maintenant j'ai une vie géniale, c'est super facile, je suis devenue maman, je suis super épanouie. Non, c'est pas vrai. La vie d'avant, elle n'était pas pourrie. J'ai laissé des choses derrière. J'ai laissé une vie que je pensais construire vers une certaine direction. J'ai laissé une famille. J'ai laissé des amis. J'ai perdu des gens en cours de route parce qu'on peut pas être partout tout le temps, parce qu'on rate des choses. Et ça a un prix. Et il y a des moments où ça revient. Et je pense qu'il faut être. J'aime beaucoup le mot anglais. On n'a pas trop ça en français. Embrace. Embrasser, c'est pas vraiment ça. C'est accepter peut-être. Ou adopter, ouais. Ouais, accepter, adopter. Mais il faut surtout, enfin, je pense, accepter que le long du chemin, il y aura des moments douloureux, qu'il y aura des regrets et qu'il y aura des regrets. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où tu vas regarder en arrière et où ça va te pincer le cœur, ça va certainement te faire pleurer, ça va certainement te faire mal au ventre. Mais moi, dans mon métier, en télé, quand on montait, il fallait choisir, puisque quand tu avais 30 minutes de rush pour monter 1 minute 30, il fallait choisir. Et on me disait, monter, c'est renoncer, choisir, c'est renoncer. Et voilà, et tu renonces à certaines choses, tu découvres d'autres choses. Il y a pas, je pense que tant que tu es dans la comparaison, c'est ce que j'ai appris, tu es malheureux. C'est-à-dire que si tu te dis ma vie d'aujourd'hui, en permanence, si tu te dis en permanence ma vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est mieux que celle d'avant, t'es foutu en fait. Parce qu'il y avait des choses super avant et il y avait des choses moins bien. Avec le temps, je pense aussi qu'on fantasme un peu ce qu'était la vie d'avant. C'est-à-dire que moi, je vois dans des moments où je suis un peu nostalgique, quand je parle avec ma sœur, par exemple, elle me dit, mais attends, rappelle-toi comment t'étais. T'étais pas méga heureuse, quoi. Je te rappelle quand t'étais sur la dernière année à TF1. Voilà. Avec le temps, on garde que les bons moments, on fantasme un peu tout ça. Donc, oui, on va regarder parfois le passé avec une pointe de nostalgie, mais tant qu'on est dans est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est mieux qu'avant, on n'est pas heureux. Il y avait des choses super avant, il y a des choses super maintenant, il y avait des choses moins bien avant, il y a des choses moins bien maintenant. On fait des erreurs, ça fait partie du chemin. Et voilà, je pense que c'est ça que j'ai appris. Et à accepter qu'il y a des moments où on peut être empreint d'une très grande nostalgie, accepter que je peux passer parfois une journée entière à pleurer, à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout quitté, j'ai tout raté, ça fait 10 ans que j'ai quitté mon industrie, j'ai rien fait. Et alors que, voilà, tu regardes comme sur ces... Grosso modo, ça va faire 9 ans en septembre. Ces 9 dernières années, j'ai vécu dans 2 pays différents, j'ai bossé en Israël, j'ai appris une langue entièrement, une culture, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, je m'en occupe à plein temps, enfin voilà. Donc non, mais c'est clair. C'est pas rien, c'est différent et voilà. Il faut apprendre, je pense, à être toujours tolérant avec soi-même et c'est pas toujours le cas, mais voilà ce que j'ai appris. Eh ben, c'est magnifique. Merci beaucoup. Un grand merci. On a pu parler d'à peu près tout, moi, sur mes notes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Est-ce que je t'ai donné l'opportunité de parler de tout ce que tu voulais aborder? Non, peut-être une dernière chose que je voulais dire, c'est que quand on devient maman, je pense qu'au début, on se sent un peu, on se dit, mais je vais jamais réussir à faire ci, je vais jamais réussir à faire ça, je vais jamais réussir à faire ça toute seule, etc. Et bon, peut-être parce que j'avais ce background de journaliste un peu tout terrain, il y a des choses qui m'ont pas fait peur, mais je me retrouve aujourd'hui parce que mon mari travaille aussi beaucoup. Je suis devenue un peu cette maman tout terrain je fais beaucoup de choses seule avec mon enfant parce que je me suis occupée de lui à plein temps. Et il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur parce qu'une fois que tu fais la première randonnée seule avec ton enfant, en fait, tu te rends compte que c'est faisable. Une fois que tu fais le premier voyage en voiture, moi, mes copines, parfois, elles me disent, oh, mais tu fais 2 heures de route seule avec Adam. Ouais. Et alors, en Israël, ça, c'est très marrant. Je trouve que c'est très représentatif de moi. Donc, j'ai fait plein de choses seule avec Adam aussi en Israël, en voiture, parce que mon mari travaille quand on est en Israël. Il a sa boîte en Israël et il travaille énormément avec le marché israélien, toujours, évidemment. Et donc, moi, j'avais envie de faire découvrir le désert à Adam. Donc, en janvier, j'ai pris la bagnole et on est allé dans le sud d'Israël, vers Ein Gedi, vers la mer Morte, tout ça. Et à un moment donné, je conduisais. On est parti 3 jours et je conduisais 3 heures de route. Adam s'endort, c'est la sieste. Et là, je conduis et j'arrive à un panneau et il y a un grand triangle. Attention, danger. Firing on both sides. Et donc, ça veut dire des tirs des 2 côtés, c'est des tirs d'entraînement militaire. Et là, t'es maman avec ton gosse de 3 ans dans la voiture derrière qui dort. Et tu dis, mais je suis au fin fond d'Israël, à la frontière avec je sais pas quoi, les mecs, ils sont en train de s'entraîner des 2 côtés. Et voilà, et tu le fais, quoi. Et ça reste des moments, je pense que c'est des moments dans ta construction et dans ton identité de femme et de mère qui sont gravés à jamais. Et même s'il y a un peu d'appréhension au début de te dire non mais je vais pas faire cette première route seule avec mon fils ou avec mon enfant, ou je vais pas faire cette première randonnée, non je peux pas faire le zoo toute seule, ou je peux pas faire ça toute seule. Moi j'ai fait des séjours
seule avec lui dans des petits Airbnb qu'on loue. Voilà, et c'est les meilleurs moments de ma maternité. Égoïstement, là, je parle pas de famille, de couple, mais juste en tant que femme et en tant que maman, c'est des moments avec mon fils qui sont gravés à jamais dans ma mémoire. Et voilà, et j'encourage fortement. Et ça, je trouve aussi que la société américaine est super pour ça, parce qu'elle est très encourageante. Et j'encourage toutes les mamans à faire ces choses-là. Je trouve que c'est une société qui est très positive. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans l'éducation des enfants. Je le remarque parce que ici, c'est toujours go for it, you can do it, et que ce soit pour les mamans ou pour les enfants. À chaque fois qu'on rentre en France, je me prends la tête avec quelqu'un qui va dire à mon fils: ah non, mais ça c'est trop dur, il peut pas faire ça, il est trop petit. Ça, c'est cette mentalité un peu étriquée qui ne donne d'ailleurs pas du tout confiance aux enfants. Hein. Il faut quand même le dire. Alors qu'ici, they can do it, you can do it, go for it, good job. Alors parfois c'est trop, hein, cette caricature américaine, it's amazing, machin. Bon, mais quand même, il y a un positivisme énorme autour de la parentalité, de l'éducation des enfants, et je trouve ça génial. Moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Et je pense que j'aurais pas transmis les mêmes choses et j'aurais pas fait les mêmes choses si j'avais été en France. Et je pense que là-dessus, l'éducation française a beaucoup à apprendre de l'éducation américaine, même si tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Mais je pense qu'il y a voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici et que j'ai découvert et qui m'a donné aussi et qui m'a encouragée, qui m'a donné la force d'aller au bout de cette aventure folle d'être maman à plein temps pendant maintenant plus de 3 ans. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les mentalités de manière générale. Hein. Enfin, moi, je sais pas, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Complètement. Ici, c'était, mais c'est génial, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, machin. Hein. Et en France, en fait, dès que je sortais un truc, on me sortait 12 problèmes. Et tu fais, je sais pas, je vous demande pas d'être mes premiers clients, je vous demande juste de me soutenir, en fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et ça, on le retrouve, je pense, pour les enfants, dans leur éducation, la manière dont les maîtresses, les maîtres leur parlent. Et pour nous, les mamans, c'est-à-dire que moi, ici, quand je dis je m'occupe de mon enfant à plein temps, mais waouh, quoi, tu vois, c'est génial, super. Là. En France, c'est mais qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais et ça va. Et ça va, ouais, c'est exactement. Et tu fais que ça, et ça va, et tu tiens le coup. C'est toujours très, 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 très négatif. Et d'ailleurs, je pense que si la perspective que tu as d'être maman à plein temps, c'est uniquement de rester à la maison et de faire jouer ton gosse dans le salon avec 3 jouets, mais tu te tires une balle, effectivement. Effectivement que tu te dis, mais tu fais que ça et ça va. Sauf que aux États-Unis, t'es encouragé par la société de manière générale à faire plein de choses, à achieve, tu vois, cette société. Alors, on peut tomber dans le overachievement. Totalement, on est entièrement d'accord. Mais t'es encouragé à faire ces choses-là. T'es encouragé à prendre des risques. Et c'est très, très important. Et je pense que ma maternité n'aurait absolument pas ressemblé à ça si j'avais été en France. Pratiquement, c'est-à-dire que mes journées, mon quotidien, il a été porté par cet élan d'encouragement, de positivité qui t'entoure ici. Et clairement, ça, et d'ailleurs, ça se ressent sur les enfants et sur les futurs adultes qui deviennent aussi. Hein. Ouais, complètement. Ils sont quand même, je trouve, globalement, beaucoup mieux dans leur basket ici. Beaucoup plus confiance en eux, meilleure estime de soi. Ils osent beaucoup plus, comme les Israéliens d'ailleurs. En France, je trouve pas qu'on a de confiance aux enfants. Mais je sais que, c'est un autre débat, mais mon mari me dit souvent que... il me disait souvent ça au début de notre relation, que les mots que j'utilisais le plus, c'était « excuse-moi ». Il me dit « mais... arrête de t'excuser d'être vivante, quoi. Enfin, c'est bon, tout va bien. » Alors que je suis quelqu'un qui... Moi, je suis pas non plus hyper introvertie et tout, tu vois. Mais en fait, quasiment toutes mes phrases commençaient par « excuse-moi ». Elle fait « mais non, mais t'excuses pas d'exister. Pose ta question. Enfin, tu sais, genre, vas-y, exprime ça. » Moi, mon mari dit tout le temps que je me fou. plains tout le temps. Et je lui dis « mais non, je parle, en fait. » Et en fait, tu te rends pas compte, mais le champ lexical utilisé par les Français, par le langage, est super négatif. Et il me dit, mais t'es tout le temps en train de te plaindre, t'es tout le temps en train de critiquer. J'ai dit, non, je te raconte juste quelque chose. Il me dit, mais écoute les mots que t'emploies. Et c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Jessica Lederman de m'avoir contactée et d'avoir partagé avec autant de générosité son histoire. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour en parler autour de vous, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, dans votre newsletter ou bien pendant la pause café au travail. Chacun de vos partages compte énormément. Et si vous souhaitez nous soutenir encore et que vous avez une petite minute de disponible devant vous,
rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcast, donnez au podcast 5 étoiles et laissez un commentaire, on les lit chaque semaine et ça nous booste pour continuer. Chose promise, chose due, je vous propose que nous découvrions ensemble un petit extrait pour savoir de quoi et avec qui nous allons parler la semaine prochaine. Et je me disais oui, mais non, mais voilà. Mais non, mais c'est... En fait, c'est comme si c'était devant moi depuis toujours. J'ai toujours adoré avoir des gens autour de moi. Et même quand j'étais en France, je me souviens, en finance, je me disais, tiens, peut-être que je pourrais bouger dans le service d'événementiel. C'est comme si c'était en face de moi depuis toujours. Et tu l'avais jamais vu, quoi. T'avais jamais... Je le voyais pas, en fait. Je me disais, oui, mais tu crois que... Mais elle croit, mais elle connaît pas vraiment. Enfin, tu vois, ils disent ça parce qu'ils sont sympas, parce que c'est mes copains. C'est ma copine, elle est sympa, elle est mignonne, tu vois. Mais c'était là, mais je le voyais pas, en fait. Et à Paris, quand t'habitais à Puteaux, etc., t'avais jamais organisé d'événements où... Enfin, tu dis que t'aimais bien recevoir, déjà. Ouais, quand même j'aimais bien recevoir parce que je viens d'une famille où les gens adorent cuisiner. Ma mère cuisine énormément, mon père cuisine énormément. Donc du coup, j'ai adoré avoir des gens faire des gâteaux. Même l'été, je cuisinais beaucoup. J'ai 3 frères et c'est pareil, ils adorent cuisiner, c'est une passion de famille. Mais j'étais pas encore dans le truc, tiens, je vais faire de jolies tables. Je faisais des jolies tables, mais sans plus. J'étais pas encore piquée, quoi. D'accord, ok. Il y a vraiment un truc qui s'est révélé quand t'es arrivée à New York, quoi. Exactement. Je veux que l'enfant, quand il arrive, c'est pas un truc, justement, je disais, tu vois, sans couleur, sans nuance. Je veux pas que ce soit juste joli pour les parents. Parce que je sais que nous, on aime bien les trucs, voilà, pas trop de couleurs, tout ça. Non, moi, je veux que ce soit cool pour les enfants. Je veux que, tu vois, quand là, ma fille, elle arrive à sa fête de Paw Patrol, ils sont tous arrivés, ils se sont jetés sur les box, en train de choisir leur petit truc, ils ont pris les crayons, comment je vais appeler mon... Tu vois. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que moi, quand j'étais petite, j'avais un gâteau au chocolat avec des Smarties et je passais des super anniversaires. Et voilà, tu vois. Et ça veut pas dire que, même si je fais ça, ça veut pas dire que tous les ans, je vais faire une grosse fête. Tu vois, là, c'est l'anniversaire de ma fille au mois d'octobre. Tu sais que je déménage, je ne sais pas où je vais être. Et je pourrais tout à fait louer un endroit pour faire une fête. Ou maintenant, tu vois, je sais où faire mes fêtes. Mais je lui ai dit, viens, on fait des fêtes qu'avec tes meilleures copines, tu vois. Ou peut-être, même Rita, cette année, on lui a fait une fête. Mais je lui ai dit, tiens, si tu veux, l'année prochaine, on choisit peut-être, je sais pas, tes 3 ou 5 meilleures copines. Et puis, on va à American Dream. Ou bien, on va faire du poney, tu vois. Parce que je suis pas obligée de faire ça tous les ans. Et d'ailleurs, les gens en général, si certaines personnes le font, peut-être les gens qui sont plus dans l'influence ou tout ça, qui montent beaucoup sur les réseaux, le font pas forcément tous les ans. J'ai l'impression qu'ils le font pas forcément tous les ans, tu vois. On peut parler prix, tu vois. Quand ils me disaient, oui, la crèche, c'est 2500 par mois. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et encore, ça, c'était il y a 5-6 ans. Je pense que c'est beaucoup plus maintenant. Exactement. Je dis, mais tu dis n'importe quoi. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont payer une crèche à 2500 ? Donc, je lui ai dit, donc les gens, ils travaillent pas, quoi. Et il disait, oui, mais c'est ça. Alors, je me disais, peut-être la crèche, c'est un truc très spécial là-bas, un truc très luxueux, je ne sais pas. Donc, ouais, donc c'est vrai que les prix, c'était tout de suite... lui, il était un peu plus, je pense, au courant peut-être de ce qui se faisait ou pas à New York. Mais ouais, moi, ça m'a tout de suite un peu frappée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et il me tarde déjà de vous retrouver mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.